Monsieur Lambert Mende, vous êtes quand même une figure de proue de la classe politique congolaise. On vous a connu comme l'un des chantres du kabylisme, permettez-moi l'expression, si elle est forte. Et aujourd'hui, vous êtes à l'union sacrée avec le président Tshisekedi, à la faveur du changement de la majorité parlementaire en pleine législature. Est-ce que vous êtes à l'aise? Depuis le début, le premier jour de ma carrière politique, jusqu'au moment où je vous parle, et probablement jusqu'à ma mort, je serai, j'ai été, je suis un lumumbiste. On a reproché au président Tshisekedi d'avoir fait trop de voyages à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du pays. Quelle est votre lecture de cette situation? Un chef d'État est obligé d'avoir un travail de représentation. L'armée ougandaise, pas de manière équitable parce que l'armée congolaise n'est pas autorisée à pourchasser les ADF jusque sur les territoires ougandais au cas où ils y rentraient. Mais les ADF ne sont pas en territoire ougandais. Ça, c'est, je pense, une interprétation qui part d'une méconnaissance de la situation. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur les différentes télévisions partenaires qui vont relayer cette émission à partir de la chaîne nationale, la RTNC, mais aussi la RTNC 2 et 3 et d'autres chaînes, bien entendu, partenaires, comme je l'ai dit, qui vont vous permettre aujourd'hui de redécouvrir celui qui n'est plus à vous présenter, mais pour ceux qui viennent d'arriver à Kinshasa ou qui sont nés de la dernière pluie, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir l'honorable Lambert Mende Omalanga, plusieurs fois ministre depuis l'ancien régime du président honoraire Joseph Kabila, porte-parole du gouvernement de plusieurs gouvernement, bien entendu, de ce régime, mais aussi député national élu de la circonscription électorale de l'Odia. Il est par-dessus tout le président national et autorité morale de la Convention des Congolais Unis, CCU, l'un des partis de l'Union sacrée actuellement en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons essayer de répondre à une épineuse question qui est aussi la vôtre, c'est de savoir si la République démocratique du Congo avance ou recule à travers différents secteurs de la vie nationale. Honorable Mende, bonjour. Bonjour, Luda. Merci de nous recevoir dans ce beau cadre de votre bureau de travail. Nous allons vraiment donner l'occasion à la population qui ne vous a plus entendu depuis la passation pacifique de pouvoir de manière beaucoup plus approfondie dans le cadre de cette émission. Merci de l'honneur que vous nous faites. On va bien entendu commencer par l'actualité. C'est cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a des conséquences mondiales sur tous les pays du monde. Si vous étiez demandé d'en faire un commentaire, par où commenceriez-vous? Eh bien, comme Congolais, je commencerai d'abord par me préoccuper du sort de mes compatriotes qui sont dans ce pays, qui sont à Kiev, qui sont dans d'autres villes de ce pays qui est aujourd'hui en but à un conflit dont on voit le commencement, mais dont personne ne sait dire jusqu'où il va aller. Je voudrais me féliciter de ce que le gouvernement de la RDC, sur injonction du président Tshisekedi, ait pu décider d'envoyer un aéronef pour évacuer nos jeunes compatriotes. Ils sont nombreux, j'en connais quelques-uns, il y en a même de ma famille, qui sont là-bas. En Russie ou en Ukraine? En Ukraine, oui. En Ukraine. Oui. Pour revenir, beaucoup d'étudiants congolais aussi. Il n'y a pas de problème en Russie, mais c'est en Ukraine que cela se passe. Et les images que nous voyons à la télévision ne sont pas pour nous rassurer sur le sort de ceux qui vivent là-bas. Donc je me félicite de cela. Bon, maintenant, au plan scientifique, je me dis, Francis Fukuyama a eu tort probablement de prédire la fin de l'histoire lorsque le mur de Berlin s'est écroulé en 1989. Maintenant, nous nous rendons compte que nous entrons pratiquement de plein pied dans une sorte de nouvelle phase de guerre froide. Et j'espère qu'elle ne va pas connaître une étape de glaciation dans les relations entre l'Est et l'Ouest, étant donné que la Russie se secoue et fait sortir ses griffes, et que cela a des conséquences extrêmement dommageables sur la paix
et sur la coexistence pacifique entre les nations. L'Europe est perturbée. Et nous voyons comment les Européens essayent, vaille que vaille, de ramener les choses en une situation un peu plus gérable. Mais nous nous rendons compte que les choses sont allées de manière incontrôlable. Un peu de la faute des uns et des autres. La manière dont ils ont géré la crise syrienne, la crise libyenne et d'autres crises dans le monde rejaillit sur la crédibilité des promesses qu'ils font aux uns et aux autres. Et donc voilà, nous voudrions que ceci se termine le plus rapidement possible et que nous retrouvions une façon de vivre beaucoup plus civilisée. Économiquement, nous avons des conséquences dans la mesure où la Russie est une des plus grandes réserves pétrolières au monde. Vous avez vu la montée du prix du pétrole qui va nécessairement impacter notre vie économique. Nous ne sommes pas gâtés de ce point de vue-là, et donc avec la hausse des prix pétroliers, nous allons connaître la hausse aussi des prix de nos moyens de transport, etc. Notre énergie, ça va impacter notre vie quotidienne. Oui, tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire et regretter que les choses en soient arrivées là où elles sont arrivées. Voilà, ici, justement, par rapport à la dépendance qui a toujours été décriée de la RDC vis-à-vis de l'extérieur, notamment ce qui concerne les céréales, le blé et le maïs, l'Ukraine elle-même exporte, est le deuxième exportateur mondial du maïs. Est-ce que ça ne va pas constituer une occasion pour le gouvernement congolais de construire une réflexion allant dans le sens de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne les produits de première nécessité, notamment le maïs, le blé et j'en passe le meilleur. Ce que j'ai dit pour le pétrole vaut pour les céréales, d'autant plus que nous sommes gros consommateurs de céréales. Nous sommes gros consommateurs de maïs. Nous sommes gros consommateurs de blé, à travers le pain que nous mangeons tous les jours. Oui. Et aussi bien la Russie que l'Ukraine sont des producteurs importants de ces céréales. Et donc nous sommes aussi un scandale agricole, mais qui s'ignore. Donc il est important que de tels problèmes nous interpellent et fassent en sorte que le gouvernement puisse se déployer de manière beaucoup plus active dans la mise en œuvre de projets agricoles pour nous rendre un peu moins dépendants de l'extérieur, un peu moins dépendants des exportations qui jouent un peu au yo-yo au fur et à mesure où des événements de cette nature-là arrivent à survenir ici et là. Voilà. Alors, nous allons refermer ce chapitre consacré à l'actualité pour maintenant aborder la politique intérieure de la RDC. Monsieur Lambert Mende, vous êtes quand même une figure de proue de la classe politique congolaise. On vous a connu comme l'un des chantres du kabylisme, permettez-moi l'expression, si elle est forte. Aujourd'hui, vous êtes à l'union sacrée avec le président Tshisekedi, à la faveur du changement de la majorité parlementaire en pleine législature. Est-ce que vous êtes à l'aise? Je voudrais d'abord mettre un bémol sur ce que vous venez de dire. Si je suis chantre de quelque chose, c'est du lumumbisme. Je l'ai toujours dit, mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours me ramener à d'autres chapelles. Depuis le début, le premier jour de ma carrière politique, jusqu'au moment où je vous parle, et probablement jusqu'à ma mort, je serai, j'ai été, je suis un lumumbiste. Et je me rapproche de ceux qui entrent en coalition avec moi ou qui souhaitent faire des coalitions avec moi et mes amis, en tenant compte de la conformité des programmes qu'ils nous proposent avec cette doctrine que je porte en moi, qui est le lumumbisme, les idéaux de libération, d'émancipation de notre peuple. Donc on ne me dira pas kabyliste, on ne me dira pas tshisekédiste, etc. Je suis lumumbiste. Point, tiret. Voilà ce que je suis. Donc je suis tout à fait à l'aise avec les orientations
qui ont été prises par le président Tshisekedi, parce qu'elles vont dans le sens des intérêts nationaux de la République démocratique du Congo, qui constitue le b.a.-ba du lumumbisme. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est possible d'établir un lien dialectique et même historique entre le tshisekédisme et le lumumbisme? C'est ce que je viens de vous dire, parce que le lumumbisme, nous pouvons en parler ici pendant 24 heures, mais je l'ai résumé en disant la défense des intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Et lorsque Tshisekedi vient pour nous dire le peuple d'abord, je crois que ça rime, ça me parle. Et lorsque je le vois prendre des positions en faveur d'autres mesures qui avaient été prises par son prédécesseur et que j'avais soutenues, notamment la revisitation du code minier en faveur de la République démocratique du Congo, cela me parle. Et personne ne peut croire que j'ai besoin d'aller lui demander sa permission pour pouvoir dire à un leader politique que je soutiens son idée. Je ne comprends pas l'idée qu'ont certaines personnes à s'imaginer qu'ils détiennent la clé de l'imprimature pour dire à des hommes politiques qu'ils doivent soutenir et qu'ils ne doivent pas soutenir. Nous avons nous-mêmes le libre arbitre pour décider de ce qui est bon pour nous, de ce qui est bon pour l'idéologie que nous servons et de ce qui est bon pour les intérêts d'une population que nous avons à cœur, dont nous avons à cœur de défendre les intérêts. On a parlé de vous, tout comme de tous les autres anciens camarades avec qui vous étiez dans le FCC. On a dit que vous avez traversé, on a dit même que vous avez été des traîtres. Est-ce que cela n'a pas entamé votre image dans l'opinion? C'est un abus de langage et qui n'entame en rien mon image, en tout cas en ce qui me concerne, puisque j'ai eu le temps de repartir vers ma base et je sais bien ce que ma base pense. Il n'y a rien qui a été fait sans l'appui de ceux qui m'ont mandaté pour venir les représenter à Kinshasa. C'est un abus d'opinion, un abus de langage et aussi une lecture, à mon avis, qui est politiquement intéressée. Et souvent, ce sont des gens qui sont en interaction avec nous au niveau électoral, qui sont en rivalité avec nous, qui distribuent de telles idées dans les médias qu'ils contrôlent, dans les réseaux sociaux qu'ils contrôlent. Et donc, moi, ça me laisse froid comme du marbre. Ça ne m'impressionne pas du tout. Voilà. Pour revenir à notre question initiale de l'émission, la RDC, est-ce qu'on avance ou on recule sur le plan diplomatique? Pensez-vous que le président Tshisekedi fait mieux ou aurait fait mieux? Comment? L'impression que j'ai, c'est que le Congo est de retour dans le concert des nations, en tout cas en ce qui concerne cette région d'Afrique. Il faut reconnaître que d'importantes progressions ont été enregistrées avec l'avènement du président Tshisekedi, que nous avons amélioré les relations que nous avons avec notre entourage immédiat, ce qui n'est pas peu de choses. On voit l'importance de nouer des contacts qui ne sont pas nécessairement des contacts de conflictualité avec l'entourage immédiat, avec le point par lequel vous avez commencé cet entretien, la situation entre la Russie et l'Ukraine. Il est bon d'essayer de résoudre par la voie du dialogue les problèmes qui peuvent exister entre États voisins. Cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Je vois les efforts de Tshisekedi vis-à-vis des États qui nous entourent. Je constate des améliorations dans les relations que nous avons avec des voisins avec lesquels nous avons toujours eu des relations antagoniques et je m'en félicite. Parce que entre deux façons d'entretenir une relation, la meilleure pour notre peuple, c'est celle qui se déroule pacifiquement. Oui, hier, tout comme avant-hier, vous étiez vraiment un défenseur acharné de la souveraineté nationale. Vous n'aimiez pas vraiment qu'on touche aux intérêts du pays. Aujourd'hui, certains pays qui ont en fait trop de mal à la RDC reviennent pour renouer les négociations, les relations avec Kinshasa. Vous saluez l'initiative, mais lorsqu'il y a quand même des menaces voilées, des guerres, des mêmes voisins, qu'il n'y a pas de voix officielle là-dessus, est-ce que ça ne dérange pas? Ah oui, ça me dérange, absolument. Encore faut-il qu'il y ait une guerre réelle
Ce qui m'importe, moi, c'est la qualité de la relation qui existe entre nous et l'entourage immédiat qui existe. Ces pays seront toujours là, que nous le voulions ou non. Et nous serons toujours là, qu'ils le veuillent ou non. Donc il est important qu'au-delà des mouvements cycliques, des hauts et des bas qui existent, en dents de scie, des relations qui nous mettent au contact de ces pays-là, nous puissions garder toujours l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité de régler diplomatiquement, de régler pacifiquement, de régler fraternellement les problèmes qui peuvent nous opposer. C'est ce qui a manqué, par exemple, aux Russes et aux Ukrainiens. Et nous voyons les conséquences, qui seront aussi dommageables aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes. Alors, sur le plan diplomatique, on a reproché au président Tshisekedi d'avoir fait trop de voyages à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du pays. Quelle est votre lecture de cette situation? Un chef d'État est obligé d'avoir un travail de représentation. Et je pense que ces voyages ne sont pas nécessairement liés simplement à sa qualité de président de la République démocratique du Congo. Il a eu des responsabilités au niveau régional, il a maintenant des responsabilités au niveau sous-régional, et je pense que c'est dans l'exercice de ses responsabilités qu'il a été obligé d'entreprendre un certain nombre de déplacements à travers la région, à travers le monde, pour représenter la région africaine notamment. Et nous avons certains résultats. Le dernier voyage du président d'une puissance moyenne économique comme la Turquie indique très bien que ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Je pense qu'entretenir des relations avec des partenaires comme ceux-là pour recevoir en retour des possibilités d'investissement qui peuvent nous aider à améliorer notre ordinaire ne peuvent pas être considérés comme du temps perdu ou des efforts gaspillés. Alors, une année à la tête de l'Union africaine, plus ou moins 5 coups d'État enregistrés dans les pays africains. Actuellement, le président de la RDC est à la tête de la CEAC, mais aussi de la CIRGL il y a quelques heures. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lendemains meilleurs? Je dois regretter d'abord ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu localisé. Vous savez, ce n'est pas au niveau de toute l'Afrique qu'il y a cette vague de coups d'État. Il faut d'abord condamner le fait que dans un pays où il y a un président élu, les militaires se lèvent un matin, quelle que soit la justesse des revendications qu'ils peuvent avoir, pour aller à l'encontre des choix qui ont été faits par un peuple, des choix souverains d'un peuple. Je pense qu'il y a moyen de défendre ce qu'on a à défendre sans nécessairement balayer la table, mettre tout sens dessus, sens dessous. Et je pense que la CEDEAO a bien raison de pouvoir essayer de limiter cette vague, cette fièvre de pronunciamiento qu'on a observé ici et là, mais qui se focalise jusqu'à présent dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais vraiment toucher du bois et espérer que cela ne puisse pas s'étendre à l'ensemble du continent. D'accord. Alors, revenons encore une fois à la politique intérieure. Les élections 2023, beaucoup de questions dans l'opinion. Visiblement, il y en a qui soutiennent la thèse du glissement. Si glissement il y avait, qu'adviendrait-il, M. Lambert-Mende? Je ne pense pas qu'il faille déjà prédire ce glissement, parce que vous savez, à force de faire des prédictions négatives, il y a des prédictions qui peuvent se réaliser rien que par le fait qu'on les multiplie, hein, les prédictions anticipatrices. Il faut éviter cela. Je pense qu'il faut avoir foi en nos institutions. Nous nous les sommes données, nous les avons inscrites dans la Constitution, nous devons leur faire confiance. Nous avons choisi des animateurs de ces institutions. Laissons-les travailler, laissons-les nous dire, ce sont eux les experts. Et jusqu'à présent, rien n'est venu de leur part qui puisse remettre en cause le calendrier constitutionnel. Tout le reste n'est qu'à mon avis, c'est le fruit de cette mauvaise habitude que nous avons prise de nous livrer à une campagne électorale permanente. Critiquer quelqu'un
dès lors qu'on est dans l'opposition, même sur des points sur lesquels il n'y a pas matière à critique. Hein? Vous savez, soupçonner quelqu'un de vouloir faire un glissement simplement pour essayer de le vilipender au niveau de l'opinion. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. La guerre qu'il y a eu entre le ministre des Finances et le président de la CENI est révélatrice de beaucoup de choses. Oui, mais pas très bien. Pas d'un glissement. Sur la voie publique. Oui, mais c'est plutôt pour moi la manifestation d'une santé plutôt saine de la gestion des finances publiques. Qu'un ministre des Finances s'inquiète sur la réalité, la qualité de la dépense publique, d'où qu'elle vienne. Vous savez, elle peut venir de la CENI, elle peut venir d'un ministère, elle peut venir de tout autre établissement public. Qu'un ministre des Finances se soucie de la qualité de la dépense est une bonne chose. Et je pense que c'est parce que les ministres auparavant ne se souciaient pas de cela, les gouvernements auparavant ne se souciaient pas de cela. Auparavant, c'est-à-dire sous le régime Kabila? Même sous notre régime, il faut dire qu'il y avait peu de soucis pour la qualité de la dépense, tel qu'on le voit aujourd'hui, notamment avec l'inspection générale des finances et tout ça. Aujourd'hui, on sent qu'il y a effectivement un gendarme financier qui reçoit tous les moyens. Pourtant, ce gendarme financier existait quand nous étions. Mais a-t-il reçu les moyens? Je ne le dirai pas. Hein? Je ne pense pas que là, nous avons fait du mieux que nous aurions dû faire. Et donc, se soucier de la qualité de la dépense est quelque chose d'important et les conséquences sont en train de se voir maintenant sur les recettes publiques, du moins les recettes intérieures. Nous voyons qu'il y a une augmentation qu'on aurait pu faire à l'époque déjà, mais que nous n'avons pas fait parce que nous avons été plus ou moins négligents à ce niveau-là. Tout à fait. Vous m'introduisez dans la deuxième articulation de l'émission, mais je reviendrai sur l'union sacrée un peu plus tard. Vous vantez argumentativement les retombées positives de la lutte contre la corruption. Pendant ce temps, les fonctionnaires de l'État ne savent même pas à quelle date ils sont payés, alors que hier, ce n'était pas le cas. On savait que le 15, les fonctionnaires passent à la banque, ils ont leur salaire, et que le train de vie de la population donne l'impression de se dégrader au jour le jour. Est-ce que vous me direz le contraire, M. Lambert? Le train de vie de la population se dégrade, vous avez raison de le dire. Mais sur les paiements, à date, je pense que je ne vous suivrai pas. Parce que je passe souvent à la banque, moi-même. Je suis un agent de l'État comme parlementaire. Et donc, je sais ce qui se passe. À une date précise, comme c'était le 15 du mois, il y a des années. Oui, mais je pense que maintenant aussi, vous allez à la banque à une certaine date, à la fin du mois, je pense que c'est à la fin du mois, vous trouverez les agents qui ne peuvent pas attendre qu'on puisse alimenter leur compte ou qui ne peuvent pas attendre que de l'argent puisse même passer 24 heures sur leur compte. Ils sont accumulés, ils sont agglutinés devant les guichets de banque. Donc il y a un peu plus de moyens et donc on peut toujours raisonnablement penser que la vitesse qui a été prise dans les années passées se poursuit maintenant, mais il y a détérioration effectivement de ces prix avec naturellement les mouvements internationaux, le fait que nous ne sommes pas producteurs de ce que nous consommons, le fait que nous sommes obligés de dépendre des mouvements, des fluctuations qui se passe à l'extérieur de nos frontières, c'est tout à fait normal. Est-ce que cela vous dispense aussi de construire des infrastructures de base? Parce qu'on voit que les routes construites il y a quelques années, une dizaine d'années, se détériorent, se dégradent au jour le jour. Les embouteillages se multiplient et beaucoup d'autres choses pas très bonnes, comme la criminalité urbaine, et j'en passe, puisque le tableau est vraiment bien, selon vous. Les incivilités sont, à mon avis, à la base des problèmes que nous constatons ici, dans une ville comme Kinshasa, peut-être dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Est-ce un problème de route? Certainement, mais c'est aussi un problème d'encadrement de ceux qui ont la charge de pouvoir réguler ces flux de circulation. Et j'ai l'impression que cela n'est pas quelque chose que le gouvernement est en train de réussir. Qui a la charge de la police? À ce niveau-là, certainement qu'il y a mieux à faire. On ne peut pas dire que tout est rose, que la police est correctement
encadrée. On se rend compte qu'elle s'intéresse beaucoup plus à grignoter ici et là la petite, à rançonner les automobilistes qu'à réguler la circulation. Donc je pense qu'il y a des villes qui sont autrement plus populeuses que la nôtre. Je citerai le Caire, par exemple. Je citerai Lagos, mais où il y a moins de désordre qu'ici. Et donc c'est un problème de régulation, un problème peut-être de professionnalisme au niveau de ceux qui ont la charge de policer ces relations que nous avons dans l'occupation de la chaussée. Tout à fait. Alors, si vous pouvez répondre en un paragraphe à notre question initiale, pour vous, sur le plan économique, le pays avance ou recule? Économiquement, le pays avance. Il n'y a qu'à lire les statistiques du ministère des Finances, il n'y a qu'à lire les rapports de la Banque centrale pour se rendre compte que, de manière générale, nous faisons un peu plus de recettes aujourd'hui que nous ne le faisions hier. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre en compte, dont il faut tenir compte. Si je vous disais que l'ouvrage publié récemment par Némi Mouilagna, votre collègue député, contredit ce que vous dites, que répondriez-vous? J'attribuerais cela à cette tendance à la campagne électorale permanente. Campagne avant la lettre. Voilà. Alors, on revient à l'Union sacrée. Monsieur Lambert Mende, avec toute l'intelligence qu'on vous connaît, la rhétorique, l'emphase et la verve oratoire, et j'en passe, beaucoup de qualités, comment pouvez-vous adhérer à une structure, à une vision sans texte de base? Avez-vous une charte à l'Union sacrée? Si vous aviez une charte, pourquoi déjà la désignation des candidats gouverneurs pose problème? Quelle est la charte du lumumbisme? Moi, j'ai adhéré au lumumbisme de manière instinctive. Je n'avais pas 7 ans quand Lumumba est mort, mais j'ai adhéré au lumumbisme. Est-ce que je pouvais, j'étais en état de lire une charte, même si tant est qu'elle ait existé? Non, c'est l'idée derrière cela. Quelle est l'idée du pouvoir que charrie cette union sacrée dont vous parlez et dont certains parlent avec un certain mépris? C'est le fait que ce pays, qu'on appelle République démocratique du Congo, est un pays de coalition. Vous ne gérez pas un pays qui a 300 à 400 tribus, où on parle plus de 250 langues, comme si vous gériez un pays comme la Belgique, où il n'y a que 2 tribus, où on parle que 2 langues, ou 3, hein, l'allemand, le flamand et le français. Donc ici, c'est un pays où il faut jeter des passerelles. Et donc moi, ce qui m'a parlé dans cette union sacrée, c'est l'idée de jeter des passerelles envers toutes les composantes de la société congolaise. Et c'est ça qui m'a plu. Le reste peut être codifié, nous sommes là pour le faire, il faut le temps pour le faire, mais Paris ne s'est pas construit en un seul jour. C'est ça. Avez-vous déjà des structures de l'Union sacrée qui fonctionnent? Est-ce que vous avez des réunions d'orientation politique de temps en temps, nous nous réunissons au sommet, oui, au niveau de ce qu'on a appelé la conférence des chefs des regroupements politiques, mais à ma connaissance, au niveau de certaines assemblées provinciales, ils se sont organisés également, mais nous n'avons pas encore mis en place une structure formelle qui est en cours. Alors, il faut prendre votre mal en patience. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous divise à propos de la désignation des candidats gouverneurs? Il y en a qui ont dit que les autres ont pris plus, les autres ont pris moins, comme si il s'agissait d'un partage équitable et équilibré d'un gâteau, alors qu'il s'agit d'une compétition élective. Il y a un seul groupe qui a posé ce problème et je ne partage pas son point de vue, je suis désolé. Nous avons simplement décidé de nous lancer dans une sorte de consultation des grands électeurs. Vous savez, l'élection des gouverneurs, c'est une élection indirecte. Oui. C'est une élection au suffrage indirect. Et donc, nous avons décidé de mener des consultations auprès des grands électeurs de chaque province concernée par cette élection. Nous avons envoyé des émissaires qui sont descendus très discrètement, qui sont revenus avec leur rapport, et de leur rapport s'est dégagée cette conclusion qui a été rendue publique par
les responsables des 2 chambres auxquelles s'est adjoint, je crois, le Premier ministre, tous tête couronnée de notre union sacrée de la nation. Et c'est une proposition, parce que nous avons encore le temps de changer, si tant est qu'il faut changer. Alors, un groupe se met debout pour dire qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'il a X nombre de députés au Parlement national. Mais ce n'est pas nous, les députés nationaux, qui votons les gouverneurs. Vous parlez de la mosaïque PPRD, Union sacrée. Oui, c'est eux qui ont soulevé ce problème, à ma connaissance. Ont-ils tort? Mais ils ont tort, parce que ce n'est pas une élection qui se déroule à l'Assemblée nationale. C'est une élection qui se déroule dans chaque assemblée provinciale. Et donc il ne faut pas aller imposer à des députés de telles provinces où peut-être ce regroupement n'a aucun député des choix parce qu'ils ont tel nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ce serait la meilleure façon de se préparer à pleurer par la suite. Parce que les députés ne sont pas des gens, députés provinciaux, ne sont pas des gens auxquels vous allez imposer votre choix. On les consulte, ils donnent leur point de vue, on ramène le point de vue ici et nous leur demandons de tenir compte de ces résultats, de ce sondage qui a été effectué. C'est le résultat d'un sondage. Et donc c'est une confusion de genre. Voilà. Alors, on va passer à la 3e articulation de l'émission consacrée à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On va démarrer par l'Est avec l'état des sièges. Est-ce qu'on peut parler d'enlisement à ce jour? Non, je ne crois pas. J'ai la possibilité de contacter des personnes qui vivent au Nord Kivu, qui vivent en Ituri. Au niveau du Parlement, nous avons aussi la chance de recevoir des rapports régulièrement du ministère de la Défense et de l'état-major général des forces armées de la République. Chaque fois que le président de la République nous demande de reconduire cet état de siège 15 jours sur 15. Et donc j'ai l'impression que les forces armées de la République, lorsqu'ils sont au contact avec ces forces terroristes, se comportent mieux maintenant qu'ils ont la maîtrise totale des institutions provinciales. Et je pense qu'avec les populations, tout n'est pas parfait, mais on commence à se rendre compte aussi de certains aspects que nous ignorions pendant toutes les années au cours desquelles ces égorgeurs nous ont fait la guerre. Maintenant, il y a des informations qui affleurent et qui nous donnent la possibilité de pouvoir les pourchasser au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'à présent. Et donc l'état de siège ne s'enlise pas. Il faut du temps pour arriver à faire rendre gorge à ces gens qui tuent nos femmes, qui tuent nos enfants, qui tuent les populations civiles et qui veulent installer des califats chez nous alors que nous n'avons nul besoin. Le pays ne peut en aucune façon accepter que l'on tue des gens parce qu'on veut faire allégeance à, je ne sais pas, Al-Qaïda ou à l'État islamique, etc., avec lesquels nous n'avons aucun atome crochu. Et donc, je pense qu'il faut qu'à ce danger de terrorisme, nous puissions opposer quelque chose qui puisse les tenir à leur place. Tout à fait. Oui, parce que moi, je suis en face de vous pour vous poser les questions du public. Ce ne sont pas mes questions, je les endosse comme journaliste. Mais il y a une certaine opinion qui considère que nous collaborons ou que notre gouvernement, nos forces armées collaborent avec l'armée ougandaise, pas de manière équitable parce que l'armée congolaise n'est pas autorisée à pourchasser les ADF jusque sur les territoires ougandais au cas où ils y rentraient. Mais les ADF ne sont pas en territoire ougandais. Ça, c'est, je pense, une interprétation qui part d'une méconnaissance de la situation. Elles peuvent replier sur leur base arrière. Les ADF sont ougandaises, ouais, mais opèrent en République démocratique du Congo. C'est ça le relation. Mais en cas de traque, si jamais elles arrivaient à traverser vers l'Ouganda, mais attendons qu'elles traversent. Pour l'instant, la situation que nous gérons, ce sont des Ougandais qui, pour combattre le régime ougandais, ont traversé au Congo pour se constituer des sanctuaires, s'en prendre au gouvernement de leur pays. Et nous avons donné le quitus aux forces ougandaises de nous aider à les mettre hors d'état de nuire parce que ce sont des sujets ougandais qui opèrent chez nous et que les Ougandais connaissent peut-être un peu mieux la psychologie, la façon d'opérer de leurs compatriotes. C'est une collaboration qui est utile, croyez-moi.
Voilà. Merci beaucoup. Un autre aspect de la situation sécuritaire en RDC, je me permets librement en tant que journaliste de poser la question, ça vous d'apprécier, si vous allez y répondre ou non. On a parlé d'une tentative de coup d'État qui aurait conduit à l'interpellation du Conseil spécial du chef de l'État jusqu'à ce jour, plusieurs semaines, pas de résultat. Qu'en savez-vous en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'État? C'est un dossier extrêmement sensible, Louis-Dor. Un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité n'est pas monsieur tout le monde, d'abord. Bien que c'est un contribuable comme d'autres. Ça, c'est la première chose. Il a la charge de la coordination de tous les services de sécurité de l'État. Donc, détenteur de grands secrets stratégiques de la République. C'est extrêmement important. C'est un peu la femme de César. Et vous savez ce qu'il en est. Que la femme de César ne peut pas souffrir qu'il y ait le moindre soupçon sur la femme de César. Alors, nous avons suivi le communiqué qui a été fait par la présidence de la République il y a quelques semaines, indiquant qu'il y avait des présomptions d'atteinte à la sécurité de l'État. Est-il impliqué? Ne l'est-il pas? Je pense qu'il faut laisser l'Agence nationale des renseignements, c'est-à-dire les renseignements généraux, mener correctement leurs enquêtes. D'autant plus qu'on nous a parlé de ramifications, aussi bien en interne qu'en international. Il faut du temps pour cela. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'un fonctionnaire de ce niveau, le plus élevé au niveau des services de sécurité, a maille à partir avec son patron qui est le président de la République. Je vous rappelle le cas de M. Nono Lutula, qui était conseiller spécial en matière de sécurité du président Kabila, et qui vient de sortir de prison. Il a été en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne sais pas. Peut-être de la négligence, peut-être une implication. Jusqu'à présent, nous n'avons pas su parce qu'il y a des informations que l'on classifie dans ces services-là. Et je ne me vois pas aller demander à quelqu'un les détails de ces informations qui peuvent être des informations extrêmement sensibles, des informations qu'on va peut-être déclassifier dans quelques années, mais qui pour l'instant ne peuvent être portées à la connaissance de tout le monde. Il y a Pierre Lumbi, qui a été un autre conseiller spécial de Joseph Kabila, qui du jour au lendemain a rompu avec son patron. Pour quelle raison? On nous a dit qu'il voulait adhérer à une autre plateforme politique, mais il œuvrait dans des services de sécurité. C'était le patron du Conseil national de sécurité. Pour quelle raison est-il parti? Pierre est mort, nous n'avons pas eu l'occasion de le lui demander. Peut-être si on lui avait demandé, il n'aurait jamais dit ce qui s'est passé exactement. Mais donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Laissons ceux qui ont la charge d'enquêter sur ces choses-là le faire et établir les ramifications, surtout s'il y a des ramifications internationales qui peuvent impacter la sécurité nationale. Il vaut mieux que l'enquête continue à se dérouler de manière professionnelle, c'est-à-dire à charge, mais aussi à décharge, et que, le moment venu, les autorités compétentes, qu'elles soient judiciaires ou politiques, c'est-à-dire le président de la République, puissent recevoir le rapport le plus complet possible, parce qu'il s'agit de sécurité nationale. Tout à fait. On ne va pas entrer vraiment dans les détails de ce sujet. Vous l'avez dit vous-même, un sujet très, très sensible. Alors, on va aborder la dernière articulation de notre émission consacrée d'abord à votre parti, la CCU. Quelle est la santé du parti à ce jour? Très bonne. On ne voit plus les drapeaux flotter comme à l'époque. On ne voit plus de caravanes motorisées. C'est comme si les choses ne semblent pas marcher à l'Union sacrée autant qu'elles l'ont été au FCC. Mais non, mais il faut qu'il y ait des événements. Les drapeaux, les manifestations, tout dépend de chaque fois que nous avons organisé ici, à l'occasion du 17 janvier, nous, le Mumbiste, nous sortons de nos tanières pour manifester notre existence. Chaque fois qu'il y a des élections, nous participons à la campagne électorale, mais on ne peut pas faire de campagne électorale tout le temps. On ne va pas se livrer à des marches, à des manifestations, à des campagnes électorales hors campagne électorale. Ce serait une campagne prématurée, ce serait à la limite illégal. Mais que le parti s'organise, oui,
ils s'organisent. Le parti a des députés, le parti a des sénateurs, le parti a des députés provinciaux. Nous organisons tout cela. Ce n'est pas du show business, que je sache. Monsieur Lambert Mende, vous êtes quand même une figure de proue de la classe politique congolaise. On vous a connu comme l'un des chantres du kabylisme, permettez-moi l'expression, si elle est forte. Et aujourd'hui, vous êtes à l'union sacrée avec le président Tshisekedi, à la faveur du changement de la majorité parlementaire en pleine législature. Est-ce que vous êtes à l'aise? Depuis le début, le premier jour de ma carrière politique, jusqu'au moment où je vous parle, et probablement jusqu'à ma mort, je serai, j'ai été, je suis un lumumbiste. On a reproché au président Tshisekedi d'avoir fait trop de voyages à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du pays. Quelle est votre lecture de cette situation? Un chef d'État est obligé d'avoir un travail de représentation.